Chapitre 4. Pendant l'hiver 1909, j'eus 2 bronchites successives et vers le mois de mars, notre médecin conseilla de m'envoyer pour quelques semaines dans le Midi. Il me parut plus intéressant de visiter l'Italie, que je ne connaissais pas. Je vis les lacs du Nord, Venise, et m'installai pour la dernière semaine de mes vacances à Florence. Le premier soir à l'hôtel, je remarquai à la table voisine à la mienne une jeune fille d'une beauté aérienne, angélique, dont je ne pus détacher mes yeux. Elle était accompagnée d'une mère encore jeune et d'un homme assez âgé. En sortant de table, je demandai au maître d'hôtel qui étaient mes voisines. Il me dit qu'elles étaient françaises, s'appelaient Madame et Mademoiselle Mallet. Leur compagnon, général italien, n'habitait pas notre hôtel. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, la table resta vide. J'avais des lettres de recommandation pour plusieurs Florentins et une, entre autres, pour le professeur Angelo Guardi, le critique d'art, dont l'éditeur était un de mes clients. Je la fis porter et reçus le jour même une invitation à venir prendre le thé. Là, dans le jardin d'une villa de Fiesole, je trouvai une vingtaine de personnes, parmi lesquelles étaient mes 2 voisines. Sous un grand chapeau de paille, en robe de toile écrue, à col marin bleu, la jeune fille me parut aussi belle que la veille. Je me sentis soudain timide et m'écartai du groupe où elle se trouvait, pour parler avec Guardi. À nos pieds était une pergola couverte de roses. « J'ai fait mon jardin moi-même, me dit Guardi, il y a 10 ans. Tout ce terrain que vous voyez était une prairie. Là-bas... » En suivant le geste de sa main, je rencontrai les yeux de Mademoiselle Mallet et vis avec surprise et bonheur qu'ils étaient fixés sur les miens. Regard d'une infinie brièveté, mais qui fut le grain de pollen minuscule tout chargé de forces inconnues, d'où naquit mon plus grand amour. Par là, je sus, sans une parole, qu'elle m'autorisait à être naturelle, et dès que ce fut possible, je m'approchai d'elle. « Quel admirable jardin, lui dis-je. »« Oui, dit-elle. Et puisque j'aime tant à Florence, c'est que partout on voit la montagne, les arbres. J'ai horreur des villes qui ne sont que des villes. » Guardi m'a dit que la vue derrière la maison est très belle. « Allons voir, dit-elle gaiement. » Nous trouvâmes un épais rideau de cyprès, un escalier de pierre le coupait en son milieu, et montait vers une niche de rocaille qui abritait une statue. Plus loin, à gauche, était une terrasse d'où l'on découvrait la ville. Mademoiselle Mallet s'accouda près de moi et regarda longtemps en silence les dômes roses, les larges toits, faiblement inclinés de Florence, et dans le lointain les montagnes bleues. « Ah, que j'aime ça, me dit-elle avec ravissement. » Un mouvement très gracieux et très jeune rejeta sa tête en arrière comme pour aspirer le paysage. Dès cette première conversation, Odile Mallet me traita avec une confiance familière. Elle m'apprit que son père était architecte, qu'elle l'admirait beaucoup, qu'il était resté à Paris. Elle souffrait de voir auprès de sa mère ce général cavalier servant. Au bout de 10 minutes, nous en étions aux confidences les plus intimes. Je lui parlais de mon Amazone, de l'impossibilité où j'étais de trouver aucun goût à la vie si je n'étais soutenu par un sentiment violent et profond. Mon système cynique avait été balayé en un instant par sa présence. Elle me raconta qu'un jour, quand elle avait 13 ans, sa meilleure amie, qu'elle appelait Misa, lui ayant dit « Si je te le demandais, te jeterais-tu par-dessus le balcon ?» Elle avait failli sauter du 4e étage, histoire qui m'enchanta. Je lui dis « Aidez-vous beaucoup dans les églises, dans les musées ? Allez-vous beaucoup dans les églises, dans les musées ? » « Oui, dit-elle, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est flâner dans les vieilles rues. Seulement, j'ai horreur de me promener avec maman et son général, alors je me lève le matin de très bonne heure. Est-ce que vous aimeriez venir avec moi demain matin ? Je serai à 9 h dans le hall de l'hôtel. » « Je crois bien. Est-ce que je dois demander à votre mère l'autorisation de sortir avec vous ? » ?»« Non, dit-elle, laissez-moi arranger ça. » Le lendemain, je l'attendis au pied de l'escalier et nous sortîmes ensemble. Les larges dalles des quais brillaient au soleil. Quelque part, une cloche tintait. Des voitures nous dépassèrent entre-temps. La vie devenait soudain très simple. Le bonheur serait d'avoir toujours près de soi cette tête blonde pour traverser une rue, de prendre ce moi et de sentir sous la robe pendant un instant la chaleur d'un corps jeune. Elle m'emmena via Tornabuoni. Elle aimait les magasins de chaussures, de fleurs, de livres. Sur le Ponte Vecchio, elle s'arrêta longtemps devant des colliers de grosses pierres roses et noires. « C'est amusant, dit-elle, vous ne trouvez pas ?» Elle avait quelques-uns des goûts que j'avais jadis condamnés chez la pauvre Denise Aubry. «
Que disions-nous? Je ne sais plus très bien. Dans mon carnet, je trouve promenade avec O, San Lorenzo. Elle me décrit cette grande lumière qui, au couvent, était au-dessus de son lit et qui venait d'un volet éclairé du dehors par une lampe. En s'endormant, elle la voyait grandir et se croyait au paradis. Elle me parle de la bibliothèque rose. Elle détestait Camille et Madeleine. Elle ne peut supporter dans la vie le rôle de l'enfant sage. Ses lectures préférées sont les contes de fées et les poètes. Elle rêve quelquefois qu'elle se promène sous la mer et qu'autour d'elle nagent des squelettes de poissons, quelquefois aussi qu'une belette l'entraîne sous la terre. Elle aime le danger, elle monte à cheval et saute des obstacles durs. Elle a un joli geste des yeux quand elle cherche à comprendre quelque chose. Elle plisse un peu le front et regarde en avant, comme si elle ne me voyait pas bien. Puis se fait « oui » à elle-même, elle a compris. Je sens bien en copiant pour vous cette note que je suis impuissant d'écrire les souvenirs de bonheur qu'elle évoque pour moi. Pourquoi éprouvais-je un tel sentiment de perfection? Ce que disait Odile était-il remarquable? Je ne le crois pas. Mais elle possédait ce qui manquait à tous les Marcenat, le goût de la vie. Nous aimons les êtres parce qu'ils sécrètent une mystérieuse essence, celle qui manque dans notre formule pour faire de nous un composé chimique et stable. Si je n'avais pas connu de femme plus belle qu'Odile, j'en avais connu de plus brillantes, de plus parfaitement intelligentes, mais aucune n'avait su mettre comme elle le monde sensible à ma portée. Éloigné par trop de lectures, par trop de solitaire méditation, des arbres, des fleurs, de l'odeur de la terre, de la beauté du ciel et de la fraîcheur de l'air, je trouvais toutes ces choses cueillies chaque matin par Odile et mises par elle en gerbe à mes pieds. Quand j'étais seul dans une ville, je passais mes jours dans les musées, ou bien je lisais dans ma chambre des livres sur Venise, sur Rome. On eût dit que le monde extérieur n'arrivait jusqu'à moi qu'à travers des chefs-d'œuvre. Odile tout de suite m'entraîna dans l'univers des couleurs, des sons. Elle m'emmena au marché des fleurs qui se tient sous les hautes arches du Mercato Nuovo. Elle se mêla aux femmes du peuple qui achetaient un brin de muguet, des branches de lilas. Elle aima le vieux curé de campagne qui marchandait les cities enroulées autour d'un long roseau. Sur les collines au-dessous de San Miniato, elle me donna les routes étroites, encadrées de murs trop chauds, au-dessus desquels moutonnaient des grappes de glycine touffus. L'ennuyai-je en l'expliquant comme je faisais avec le sérieux des Marcenat, les luttes des Guelfes et des Gibelins, la vie de Dante ou la situation économique de l'Italie? Je ne le crois pas. Qui donc a dit qu'entre homme et femme, c'est souvent une phrase naïve et presque sotte, dite par la femme, qui donne à l'homme l'invincible envie de baiser cette bouche enfantine, tandis que pour la femme, souvent, c'est au moment où l'homme est le plus grave et le plus durement logique qu'elle l'aime. Elle, le plus fort? Peut-être était-ce vrai d'Odile et de moi-même. En tout cas, je sais bien que lorsqu'elle murmurait d'un ton suppliant « Arrêtons-nous » en passant devant quelques boutiques de fausses bijouteries, je ne critiquais pas, je ne regrettais pas, je pensais seulement comme je l'aime. Et j'entendais avec une force croissante ce thème du chevalier protecteur, du dévouement jusqu'à la mort qui avait accompagné pour moi depuis l'enfance l'idée de l'amour véritable. Ce thème tout en moi le reprenait alors, comme dans un orchestre une flûte isolée, esquissante une courte phrase semble éveiller de proche en proche les violons, puis les violoncelles, puis les cuivres, jusqu'à ce qu'une énorme vague rythmée vienne déferler sur la salle. Ainsi la fleur cueillie, le parfum de glycine, les églises blanches et noires, Botticelli et Michel-Ange, se joignaient tour à tour au cœur formidable qui disait le bonheur d'aimer Odile et de protéger contre un invisible ennemi sa parfaite et fragile beauté. Le soir de mon arrivée, j'aurais désiré comme un inaccessible privilège une promenade de 2 heures avec l'inconnu. Quelques jours plus tard, je considérais comme un esclavage insupportable de devoir rentrer à l'hôtel pour les repas. Madame Mallet, inquiète, ne sachant pas très bien qui j'étais, essayait de ralentir la marche de notre intimité. Mais vous savez ce que sont, chez 2 êtres jeunes, ces premiers mouvements de l'amour. Les forces qu'ils soulèvent semblent irrésistibles. Nous sentions vraiment, sur notre passage, se former des ondes de sympathie. La beauté d'Odile y aurait suffi. Mais elle me dit que notre couple avait plus de succès encore auprès de ce petit peuple italien qu'elle n'en avait eu seule.
Les Vetturini et Florentins nous étaient reconnaissants de nous aimer. Les gardiens de musée nous souriaient. Les bateliers de l'Arnaud levaient la tête avec complaisance pour nous regarder, accoudés au parapet, très près l'un de l'autre, afin de sentir la tiédeur de nos deux corps. J'avais télégraphié à mon père que je croyais pouvoir me remettre complètement en restant encore 1 ou 2 semaines. Il avait consenti. C'était maintenant tout le jour que je voulais avoir Odile à moi. Je louais une voiture et nous faisions ensemble de longues promenades dans la campagne toscane. Sur la route de Sienne, il nous sembla rouler dans un fond de Carpaccio. La voiture montait à l'assaut de monticules qui ressemblaient aux pâtés de sable des enfants et au sommet desquels étaient des villages irréels et crénelés. Les ombres massives de Sienne nous enchantèrent. En déjeunant avec Odile dans un hôtel obscur et frais, je savais déjà que je passerais toute ma vie en face d'elle. Pendant le retour à la nuit, sa main se plaça dans la mienne. Le soir de cette promenade, je trouve dans mon carnet « Sympathie évidente pour nous, des chauffeurs, des femmes de chambre, des paysans. Sans doute voit-il que nous nous aimons. L'art déployé par les gens de ce petit hôtel. Ce qui est exquis, c'est qu'avec elle, je méprise tout ce qui n'est pas elle. Elle, tout ce qui n'est pas moi. Elle a un mouvement délicieux du visage qui exprime l'abandon et le ravissement. Dans ce mouvement, il y a de la mélancolie, comme si elle voulait fixer le moment présent et le garder dans ses yeux. Ah, que je l'aime encore, l'Odile de ces semaines florentines. Elle était si belle qu'il m'arrivait de douter de sa réalité. Je tournais la tête et lui disais « Je vais essayer de rester 5 minutes sans vous regarder. » Je n'ai jamais pu résister plus de 30 secondes. Il y avait dans tout ce qu'elle disait une extraordinaire poésie. Bien qu'elle fût très gaie, de temps à autre passait dans ses propos comme un son grave de violoncelle, une discordance mélancolique qui remplissait soudain l'air d'une menace confuse et tragique. Quelle était donc cette phrase qu'elle répétait alors ? Fatalement condamné, sous l'influence de Mars, fatalement condamné, fille aux cheveux d'or, prends garde à toi. Dans quel roman puéril, dans quel mélodrame l'avait-elle lu, entendu ? Je ne sais plus. Quand un soir, au crépuscule, dans un bois d'olivier furtif et tiède, elle m'eut pour la première fois donné ses lèvres, elle me regarda avec une tristesse très douce et dit « Vous vous souvenez, chérie, de la phrase de Juliette ? J'ai été trop tendre et peut-être eussiez-vous pu craindre, m'épousant, que ma conduite devint trop légère. » Je pense avec plaisir à notre amour de ce temps-là. C'était un sentiment très beau, et aussi fort chez Odile que chez moi. Mais chez Odile, les sentiments étaient presque toujours contenus par l'orgueil. Elle m'expliqua plus tard que le couvent d'abord, puis la vie avec sa mère qu'elle n'aimait pas, l'avait ainsi contrainte à se fermer. Quand ce feu caché paraissait, c'était par flammes violentes et brèves qui me réchauffaient le cœur d'autant plus vivement que je les sentais involontaires. De même que certaines modes, en dissimulant aux yeux des hommes le corps tout entier des femmes, donnaient jadis du prix à une robe effleurée, la pudeur des sentiments, voilant à l'esprit les signes habituels des passions, fait apercevoir la valeur et la grâce de nuances imperceptibles du langage. Le jour où mon père me rappela enfin Paris, par un télégramme assez mécontent, je dus l'annoncer devant Odile chez les Guardi, où elle était arrivée avant moi. Les gens qui étaient là, indifférents à mon départ, reprirent une conversation assez remarquable sur l'Allemagne et le Maroc. En sortant, je dis à Odile « C'est intéressant ce qu'a dit Guardi. » Elle me répondit presque avec désespoir « Je n'ai entendu qu'une chose, c'est que vous partez. »